Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, nous allons parler du capitalisme en compagnie de Pierre Bergerot. Bonjour Olivier. Et de notre invité pour son livre « L'éternelle truanderie capitaliste », Jean-François Bouchard. Bonjour. Merci Jean-François Bouchard d'être au micro de Politique et Économie. Et alors, vous êtes consultant international pour les grandes institutions financières, Banque centrale, Fonds monétaire international ou Banque mondiale. C'est ça. Alors, nos téléspectateurs vont dire, voilà, c'est un banquier complice de ces épouvantables institutions qui oppriment le pauvre peuple. Eh bien, pas du tout. Vous nous avez fait un livre absolument passionnant, extrêmement vivant, très vigoureux de ton, y compris à l'égard des gangsters, des banquiers. Lapsus révélateur, peut-être. Lapsus assez révélateur. Bon, et vous nous faites des portraits de ces hommes, mais vous faites une analyse du système. Parfois, on s'inquiète, parce qu'on se dit, y a-t-il une alternative au triomphe du capitalisme, surtout depuis la chute de l'URSS. Mais vous commencez par un personnage qui s'appelle Kondratief. Et Kondratief, alors ça a été l'économiste que tous les professeurs d'économie ont pillé, exploité sur ces fameux cycles. Le récit de du premier chapitre est très émouvant, parce que c'est le moment où il va être fusillé par Staline. Or, pourquoi a-t-il été fusillé par Staline ? Tout simplement parce qu'il a dit que le capitalisme était comme le phénix qui renaissait de ses cendres, sous des formes diverses, mais par des cycles qu'il a décrits, printemps, été, automne, hiver. Sauf que, dès le premier chapitre, on a l'impression que Jean-François Bouchard se demande si les cycles Kondratief sont toujours aussi opérationnels et si finalement on n'est pas dans l'hiver qui dure. Un hiver qui dure et le capitalisme qui est à la fois menacé, menaçant sans doute, mais aussi capable de perdurer. Alors, je vais laisser maintenant Pierre, après avoir dit tout le bien que je pensais de votre livre, qui est très vivant. Hein, c'est pas du tout, je le dis à nos téléspectateurs, mais surtout, ce n'est pas un traité d'économie austère. D'ailleurs, les économistes en prennent plein. Enfin, pour leur grade dans votre Je les critique parfois. Voilà, en effet. On s'amuse même, par les portraits que vous faites et les échecs de leurs prévisions. Exemple à l'appui, tout à fait. Bon, vous savez, la prévision est une chose difficile, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir, Exactement, disait Churchill. tout à fait. Bon. Mais Pierre, je vais vous laisser la première question. Jean-François Bouchard, donc dans votre ouvrage, vous mettez en lumière les méfaits du capitalisme, le système économique de la plupart des pays de la planète. Il nuit à l'intérêt général, dites-vous, et pourtant l'économie, la pauvreté, recule partout dans le monde. Donc comment expliquez-vous ce paradoxe ? Alors, dire qu'il nuit à l'ensemble de la planète, ça c'est faux. Ça, on ne peut pas dire ça. Et c'est pas tout à fait ce que j'écris d'ailleurs. Oui. Il nuit à l'intérêt général, je ne crois pas. dites. Il y a 1 milliard qui s'en tire plutôt bien. Voilà. Ce qu'il faut quand même bien voir, c'est que le capitalisme, le système capitaliste, c'est quand même celui qui a apporté le niveau de vie extraordinaire dont nous bénéficions aujourd'hui. En tout cas, effectivement, comme vous le dites, pour le milliard d'hommes qui tirent le maximum de profit du système. C'est-à-dire que tous les pays occidentaux, ou en tout cas les classes moyennes et supérieures des pays occidentaux, des pays développés, les classes supérieures des pays qui se développent, cela tire un très grand profit. Après, il y a les autres. En réalité, dans le système de répartition de la richesse capitaliste, il y a deux classes qui s'en tirent très bien et qui s'en tireront, je pense, bien dans les années à venir. Ce sont les très riches et les très pauvres. Ceux-là vont, par construction, voir leur situation se renforcer, s'améliorer. Après, les classes moyennes, c'est un peu le problème des pays occidentaux. Les classes moyennes, c'est celles-là qui vont souffrir. Elles sont en voie d'équarrissage. Elles sont en voie, en tout cas, de paupérisation, équarrissage. Et fiscale, surtout. C'est vrai que les classes moyennes, c'est celles qui bénéficient le moins de la globalisation. Elles en bénéficient dans un certain sens parce que le fait d'avoir des produits manufacturés, comme consommateurs, moins chers, etc., donc ça c'est très bien. Mais en revanche, la concurrence qu'elles subissent de la part de pays émergents, pour elles, va devenir un jour quasi insupportable. Justement, vous évoquiez à l'instant, Jean-François Bouchard, les très riches. Vous dites dans votre ouvrage qu'il n'y a aucun complot organisé par la classe des riches. Et pourtant, vous l'affirmez, vous l'évoquez, vous évoquez l'absence d'échanges automatiques de données fiscales entre les États, l'absence de cadre juridique pour sanctionner les banquiers banksters. Donc,
Voilà, vous dites, il n'y a pas de complot, mais il y a quand même un joli cadre qui organise le fait qu'ils puissent continuer leurs activités de manière pérenne. Alors, il n'y a pas de complot en ce sens qu'il n'y a pas d'organisation. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Voilà, beaucoup de gens parlent de collusion entre les membres de je ne sais quel groupe Bilderberg ou de la trilatérale, etc. Ça n'existe pas. Je pense vraiment que ça n'existe pas. En revanche, ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'il y a une convergence d'intérêts pour que le système perdure. Et cette convergence d'intérêts s'exprime de deux manières. La première, c'est que au plus haut sommet des États et des organisations économiques, vous retrouvez les mêmes personnes. Il y a ce système de revolving door qui fait que les gens qui sortent de Goldman Sachs vont se retrouver à la tête des différentes Fed américaines ou à la tête des autorités de supervision, ou qu'en Europe, les responsables, les grands responsables des grandes banques françaises sont tous issus de cabinets ministériels, ou que M. Barroso va impunément se faire envoyer chez Goldman Sachs, etc. Donc ça, effectivement... Et que Paulson, le secrétaire d'État... au moment de la crise des subprimes, Paulson, je crois, venait de Goldman Sachs. À peu près 2 secrétaires américains au Trésor sur 3 viennent de Goldman Sachs au cours des 30 dernières années. Voilà, c'est sûrement une école remarquable, ça fait aucun doute. C'est une banque très profitable et très dominante. Donc il y a des raisons à ça. Oui. Il y a des raisons à ça. Alors voilà, ce système de revolving door, il existe. Et ça, c'est tout à fait indéniable. Enfin, les exemples sont par dizaines, voire par centaines. Ça, c'est tout à fait clair. Ensuite, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que tout le monde semble trouver intérêt dans le fait que ce système existe et qu'il n'y a pas d'alternative. Comme vous le disiez, Tina, there is no alternative. Tout le monde semble penser cela. Alors c'est vrai que personne ne semble avoir théorisé une autre manière de gérer le monde. Hein. Ceux qui ont essayé, s'ils sont vraiment brûlés les ailes, si vous prenez un pays comme le Venezuela, qui occupe l'actualité, ils ont essayé de faire ça, de vivre tout à fait en dehors du monde globalisé, du fonctionnement des marchés mondiaux, des marchés de capitaux, et le résultat, vous le connaissez, c'est-à-dire que déjà 10% de la population a fui à l'étranger. Et surtout, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on trouvait en Union soviétique à la fin. Absolument. De l'Union soviétique, des pénuries de papier de toilette, de médicaments, exactement la même phénoménologie, c'est tout à fait frappant. Alors, mais justement, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas un peu à genoux, ces pays-là, parce que justement, ils sont dans la contestation du système et que les tenants du système, par exemple les États-Unis, ont tout intérêt à faire qu'ils rentrent dans le rang, d'autant que le Venezuela est l'un des plus grands producteurs de pétrole. Voilà, non, en fait, je ne pense pas que ce sont des pays sur lesquels il y a, enfin, même si les États-Unis ne sont pas forcément bien disposés à leur égard, mais le simple fait de ne pas vouloir adhérer aux règles à minima du marché fait que ça les condamne. Je vous donne un exemple tout à fait simple, extrêmement simple. Pendant très longtemps, le Venezuela a voulu qu'il y ait une parité fixe entre sa monnaie, le bolivar et le dollar. Absolument. Pourquoi pas ? Simplement, c'était idiot. Parce que cette parité fixe était tout à fait insupportable. Elle n'était pas du tout le reflet des deux économies. Et qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit le fait que tous les gens qui voulaient importer des produits au Venezuela ne pouvaient plus le faire. Non. Parce que les exportateurs, si vous êtes français, si vous êtes anglais, si vous êtes chinois, vous voulez être payé en dollars. Vous ne voulez pas être payé en bolivar, cette monnaie qui a une vraie valeur 5 fois inférieure à sa valeur faciale. Et c'est ce qui est arrivé aussi au peso argentin. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive à tous les pays qui veulent maintenir des parités tout à fait artificielles entre leur monnaie et le cours vrai qu'il aurait sur les marchés mondiaux. Donc voilà, cette simple règle à minima des marchés, elle peut tuer un pays. Elle peut facilement tuer un pays. Vous évoquez d'ailleurs le cas de l'île de Nauru dans le Pacifique qui a appliqué justement cette règle capitaliste un peu jusqu'au bout. Et voilà, ils avaient une ressource, je crois que c'était le potassium ou le phosphate. Le phosphate. Voilà, et ils se sont retrouvés complètement ruinés, complètement tous au chômage et tous obèses, et ils sont complètement foutus maintenant. Oui, et vous faites une comparaison très intéressante avec l'économie espagnole depuis la découverte des Amériques, jusqu'au XVIIIe siècle, ils ont été appauvris par la richesse. Voilà, ce sont des pays qui ne comptent que sur la rente, c'est-à-dire la rente qui vient de l'or, effectivement, ou le phosphate pour Nauru. Et effectivement, d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, si vous regardez les pays d'Afrique, par exemple. Les pays d'Afrique, quels sont ceux qui se développent le plus ?
ce ne sont pas les pays qui ont les plus fortes ressources naturelles. Exactement. Parce que si vous regardez les pays qui sont les grands pays pétroliers, ce sont les pays d'Afrique centrale, donc le Gabon, le Tchad, le Congo-Brazzaville, voilà. Alors le Nigeria se développe un peu plus, mais ceux-là ont une économie très stagnante. En revanche, les pays qui n'ont pas de grandes ressources, prenez le Ghana, prenez le Sénégal, par exemple. J'allais prendre le Sénégal parce que j'y vais tous les ans. Très bien. Je vois les progrès incroyables. Et donc, alors qu'ils n'ont aucune ressource. Voilà. Aucune ressource. Parce qu'ils mettent en place une gouvernance à peu près correcte, enfin bon, à l'échelle africaine. Mais en tout cas, qui fonctionne, avec une certaine redistribution, et la société progresse. Ouais. Et vous faites aussi une description d'ailleurs de ce qui est arrivé à la Grèce. Toutes choses égales d'ailleurs, c'est un petit peu le même problème, puisqu'elle a été appauvrie par le déversement des ressources européennes. D'aide absolument européenne, c'est ça. Et vous êtes très sévère avec la Grèce. La Grèce, oui. Avec les dirigeants grecs. Avec les dirigeants grecs, avec la façon dont ils ont été décrits en Occident. Alors bon, j'ai beaucoup de sympathie pour les Grecs. Attention, je trouve que le pays est magnifique. Et les Grecs sont des gens extrêmement sympathiques. Ça, il n'y a aucun doute. Mais il ne faut pas non plus trop se voiler la face. La Grèce a été un pays sans État pendant très longtemps, et depuis le 19e siècle. Quand on parle de la démocratie à la Grèce, ça c'est une pure fiction, parce que la démocratie athénienne, ça marchait à l'échelle d'une ville. Oui, avec les métèques et les esclaves. Voilà, avec des esclaves qui travaillaient pour les autres. Bon, c'est très bien si on travaille comme ça, mais c'est un peu ce qu'ont reproduit les Grecs, c'est-à-dire l'Europe travaillait pour eux, des fonds européens se déversaient en Grèce dans des proportions absolument considérables. C'est-à-dire que la Grèce, en une vingtaine d'années, a obtenu autant que son PIB en aide gratuite. Donc n'importe quel pays un peu bien gouverné aurait connu une croissance extraordinaire. Mais bon, la Grèce s'est servie de ça pour distribuer des prestations sociales, qui mieux. L'industrie est totalement morte, etc. Vous avez, Jean-François Bouchard, des mots très durs à l'égard de ceux que vous appelez les conspirationnistes. Vous les qualifiez de décérébrés, de paranoïaques pathologiques. Et vous citez l'un d'eux, et pas des moindres, Carroll Quigley, diplômé d'Harvard, qui a été aussi le professeur du président américain Bill Clinton. Et vous le citez, les pouvoirs du capitalisme financier ont un but radical, rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier dans des mains privées capables de dominer le système politique de chaque pays et l'économie mondiale dans son ensemble. Et pourtant, vous dites que ces conspirationnistes n'ont pas entièrement tort. Oui, c'est ça. Alors, voilà, ils ont la fois entièrement tort lorsqu'ils disent qu'il y a un système organisé. Parce que c'est faux. Il n'y a pas de système organisé. Il y a effectivement des grandes institutions, que ce soit des institutions privées ou parapubliques, qui essayent de faire perdurer un système et de le faire se développer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Et puis, il y a une convergence d'intérêts. C'est-à-dire que tout le monde, dans ce milieu-là, a intérêt à ce que le système demeure. Parce qu'ils en vivent, parce que leurs entreprises versent des dividendes aux actionnaires. Tous les conflits d'intérêts, par exemple, que vous dénoncez entre la Banque Centrale Européenne et Goldman Sachs, que vous accusez d'ailleurs dans votre ouvrage de tous les maux de la planète. Ah oui, vous avez un chapitre, le deuxième chapitre est consacré à Goldman Sachs. Et là, on voit des figures vous parlez d'éternelle truanderie capitaliste, mais là, c'est des truands. Alors, c'est des truands, encore une fois, ce sont des gens qui cherchent leur intérêt. Oui. C'est-à-dire, un banquier, il ne faut pas lui demander de défendre l'intérêt général. Non. Un banquier, il va défendre l'intérêt de ses actionnaires. Donc, le but de M. Blankfein, qui dit très modestement je fais le travail de Dieu. Le but de M. Blankfein, c'est de verser des dividendes à ses actionnaires. Donc, lorsque l'on dit Goldman Sachs, oui, c'est des truands, c'est vrai. C'est des truands. En un sens, ils cherchent à défendre leur intérêt. Et parfois, les opérations auxquelles se livre Goldman Sachs ont une transparence, disons, tout à fait contestable. Une transparence bien opaque. Ou alors, ce sont des coûts et Goldman Sachs extraordinaires. Par contre, en revanche, ils sont extrêmement habiles, parce que si vous regardez le palmarès de Goldman Sachs en matière, justement, de ce qu'on appelle ces revolving doors, c'est-à-dire le fait d'employer d'anciens dirigeants ou de futurs dirigeants de banques centrales, de ministère des Finances, ils ont un palmarès qui défie toute concurrence. Alors, nous allons continuer à explorer, évidemment, cette galaxie de la grande truanderie capitaliste, mais nous allons faire une pause. Mais il y a tellement de choses à dire.
Toujours en compagnie de notre invité Jean-François Bouchard, avec évidemment Olivier Pichon. On était en train d'évoquer le cas de la banque Goldman Sachs et vous évoquez, Jean-François Bouchard, dans votre ouvrage, le mélange des genres que cette banque opère avec les banques centrales. Mmh. En effet. Qu'est-ce qui se passe entre cette banque et les banques centrales dans le monde ? Là, il suffit de prendre l'annuaire, c'est pas très compliqué. Si vous voulez vous faire une idée, prenez l'annuaire des présidents des fêtes, parce qu'il y a 12 fêtes aux États-Unis, il n'y en a pas une seule, il y en a 12. Absolument, oui. Voilà, souvent on fait l'erreur, mais... Il y en a une à New York, notamment, que vous évoquez. Absolument. Celle de New York est présidée par Bill Dudley, qui est un ancien de Goldman Sachs. Exactement. Parmi le conseil d'administration, il y a des anciens de Goldman Sachs. Et d'ailleurs, Goldman Sachs est supervisé par la fête de New York, puisque le siège est à New York. Donc, celui de Minneapolis est aussi de Goldman Sachs. Si vous prenez d'autres banques centrales dans le monde, la BCE, M. Draghi vient de Goldman Sachs. Si vous prenez l'Afrique du Sud, Tito Mboweni, ancien gouverneur de la Banque centrale, a été recruté par Goldman Sachs. Il est maintenant devenu ministre des Finances du nouveau gouvernement. Donc voilà, c'est une banque qui a très bien réussi sa stratégie de revolving doors. Et puis vous disiez tout à l'heure, je crois que le secrétaire d'État au Trésor américain, au moment de la crise, était de Goldman Sachs. Ce qui explique d'ailleurs en partie le fait qu'on ait laissé tomber une banque comme Lehman Brothers, qui était l'ennemi juré de Goldman Sachs. Voilà. La seule banque qui a fait faillite, je rappelle, lorsque la crise de 2008 a éclaté, il y avait un certain nombre d'institutions américaines qui étaient au bord de la faillite. Il y avait Lehman Brothers, il y avait AIG, il y avait Fannie Mae et Freddie Mac, les deux agences publiques, semi-publiques, etc. Et qui n'a-t-on pas sauvé? Lehman Brothers. Ennemi juré de Goldman Sachs. Et qui a donc causé la crise systémique de 2008 et dont on supporte encore toujours aujourd'hui les conséquences. Autre cas de collusion entre banque et pouvoir, c'est le cas de la banque Rothschild. Voilà, vous l'évoquez dans votre ouvrage. Pompidou, donc deuxième président de la Ve République, ancien directeur général, et François Pérolle, conseiller économique de Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui Macron, qui a été, je crois, apporteur d'affaires, ou en tout cas qui a été effectivement apporteur d'affaires associé chez Rothschild. Comment vous expliquez que la banque Rothschild soit la banque du pouvoir en France ? Alors, c'est un peu la même chose dans tous les pays. Si vous regardez la situation de tous les pays, vous retrouvez exactement la même configuration. Vous avez toujours une fusion très forte entre pouvoir politique et pouvoir économique, et surtout pouvoir financier, pouvoir bancaire. Il y a même des pays dans lesquels je vous donne l'exemple du Portugal, par exemple, dans l'histoire. ce pays. Mais c'est passionnant. C'est tout à fait passionnant. L'histoire de la banque Espírito Santo, ça, c'est extraordinaire. Une dynastie. Donc, voilà, cette banque a accompagné le pouvoir au Portugal pendant quasiment 50 ans. Elle a accompagné Salazar, elle a accompagné Caetano. Bon. Absolument. Et alors, votre récit, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Il y a un côté people qui décrit des réalités concrètes sur le plan économique, mais qui décrit aussi ces personnages qui sont un peu flamboyants, il faut bien le dire. Bien sûr. Le cadet de la famille d'Espírito Santo. Voilà, Ricardo, qui était un type assez extraordinaire. Extraordinaire, oui, tout à fait, c'est vrai. Bon. C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que votre livre est très vivant, très passionnant. Parce que, je l'ai dit, nous ne sommes pas dans un traité d'économie, et c'est ça qui est... Et je pense que nos téléspectateurs, parfois, les internautes, on le voit, Pierre, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Quelquefois, c'est technique. Et là, s'il y a pas mal d'explications techniques, il y a aussi un caractère très vivant. Il y a de la chair et du sang. Il y a des personnages, voilà. Des personnages. L'économie, c'est aussi des personnages. Ce n'est pas que des sommes qui transitent sur des comptes, heureusement. Je vais me permettre de reprendre une citation. Dans un chapitre, je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que les armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que les banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleurissent autour des banques priveront les gens de toute possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où les enfants se réveilleront sans maison et sans toit sur la terre que leurs parents ont conquise. Et il s'agit du troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson. Que vous citez, à l'appui d'une critique de ce système que vous évoquez d'une formule mathématique, la commutativité des personnages, voilà. L'interchangeabilité de ce monde, mais vous ne négligez pas non plus l'Europe, et sur l'Europe, on en apprend beaucoup, et notamment sur la BNP quand même.
Que je sache, par exemple, vous citez, je crois, le bilan de la BNP. La taille de bilan de BNP Paribas, c'est 2200 milliards d'euros. Donc c'est la taille du PIB français. Oui. Ça, c'est le principe des banques qu'on appelle too big to fail. Oui, trop grosses pour faire faillite. Le capitalisme mondial, en fait, change le monde dans sa configuration. Le monde des nations, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, le monde est fait avant tout de grands ensembles économiques qui sont transnationaux et qui se fichent d'une certaine manière complètement des nations. Si vous prenez une banque comme BNP Paribas, enfin bon, encore une fois, c'est une banque très respectable, hein, c'est pas du tout une critique que je forme ici, mais effectivement, elle compte à peu près 140 000 collaborateurs dans le monde entier. Sa taille de bilan, c'est 2200 milliards, c'est la taille du PIB français. Et elle a des filiales, je crois, dans 130 pays. Donc, c'est vraiment un ensemble transnational. Et vous évoquez une figure historique qui est intéressante. Enfin, je l'avais fait dans un article il y a 10 ans, je ne l'avais pas. C'est le conflit Philippe IV le Bel contre les Templiers. Au fond, à l'époque de Philippe IV, c'est l'État qui triomphe contre la multinationale. Et là, vous nous expliquez qu'en effet, c'est les Templiers qui triomphent contre l'État. Alors voilà, effectivement, on assiste à l'émergence, enfin c'est déjà quelque chose qui est très largement fait, de très grands ensembles économiques transnationaux qui ne sont plus régulés, ou en tout cas qui sont très difficilement régulables. Les plus grandes banques mondiales ont des tailles de bilan qui sont, enfin des tailles de richesse, qui sont très largement supérieures à la plupart des États. Donc c'est des gens qui sont extrêmement difficiles à contrôler. Alors too big to save, mais too big to save, oui, aussi. Alors, too big to fail, voilà. On ne peut pas le laisser tomber. Si on laisse tomber BNP Paribas en France, si on laisse tomber UBS en Suisse, la Suisse disparaît. Oui, UBS, c'est la moitié du PIB suisse. C'est le double. C'est le double du PIB suisse. Oui, donc, rendez-vous compte, Lehman Brothers, c'était uniquement la 5e banque de Wall Street. C'était une petite banque. La taille de bilan de Lehman Brothers, c'était 700 milliards de dollars. Ouais. Donc ça fait à peu près 600 milliards d'euros. C'est-à-dire 3 fois moins que BNP Paribas aujourd'hui. Ouais. Donc même moins de 3 fois moins, 4 fois moins. 4 fois 6, 24, oui. Voilà. Donc vous voyez, l'économie se calcule très mal de tête. Olivier Pichon, tout à l'heure, a évoqué le président américain Thomas Jefferson que vous citez dans votre ouvrage, et je voudrais redonner cette citation. « Si le peuple américain permet un jour que les banques privées contrôlent sa monnaie, leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit. » C'est dans une mesure un petit peu ce qui s'est passé, le fait que ces gens se réveillent sans maison et sans toit lors de la crise des subprimes, comme le dit Olivier, en 2008. Est-ce que ça veut dire que justement les Américains ont mis leur monnaie entre les mains de banques privées? Alors, ils ne l'ont pas mis, bizarrement, entre les mains de banques privées. Hein. Ils l'ont mis plutôt entre les mains des Chinois, d'ailleurs, les Américains. Le premier créancier de l'Amérique, c'est la Chine. Hein. Il faut le rappeler. Les bons du Trésor, d'abord. Voilà, c'est ça. Le premier créancier, le premier porteur de bons du Trésor américain, c'est la Chine. C'est pour ça que lorsqu'on parle de guerre économique entre la Chine et les États-Unis, c'est une guerre, mais on ne peut pas non plus se tuer l'un l'autre, hein, parce que c'est pas possible. On ne tue pas son débiteur et on ne tue pas son créancier, en tout cas pas quand on est débiteur et créancier dans ces montants-là. Oui, ça peut être une solution quand même, mais c'est arrivé dans le passé que des peuples se révoltent contre leurs créanciers. Quand même. Ah, les peuples, oui, mais les pays, oui. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, oui. On entre dans un monde inconnu lorsqu'on fait une chose comme ça. On entre dans un monde inconnu. Après, est-ce que les Américains, l'Amérique a abandonné sa monnaie entre les mains d'intérêts privés? C'est entre les mains des marchés, ça c'est clair. Toutes les monnaies aujourd'hui sont cotées sur des marchés et les échanges sont absolument considérables. Rendez-vous compte, le montant des échanges sur le marché des devises, c'est 5 000 milliards de dollars tous les jours. Tous les jours, on échange cela. Donc, l'impact qu'ont les opérateurs des marchés, de l'ensemble des banques, sur les monnaies, est absolument gigantesque. Si les marchés veulent tuer un pays, ils peuvent le faire. Voilà, vous le dites ça. Voilà. On l'a vu avec le rouble, par exemple. Voilà. Le rouble qui a perdu à peu près la moitié de sa valeur en quelques mois. Et vous protestez contre ça, d'ailleurs. Vous dites, quel lien y a-t-il entre la décroissance de la valeur du rouble et l'état réel de l'économie russe, Absolument. qui est plutôt meilleur dans la période où on voit le rouble s'effondrer. C'est ça. Donc, alors cette déconnexion financière, – vous insistez beaucoup là-dessus. C'est un aspect très intéressant. Et vous dites, il y a un lien entre la déconnexion financière et l'état réel de l'économie russe. Donc, alors cette déconnexion financière, vous insistez beaucoup là-dessus. C'est un aspect très intéressant. Et vous dites, il y a un lien entre la déconnexion financière et l'état réel de l'économie russe. Donc, alors cette déconnexion financière, vous insistez beaucoup là-dessus. C'est un aspect très intéressant.
Parce que vous dites que désormais, cette sphère financière ne va plus à l'investissement non plus. Non, si vous voulez, il faut bien voir quel est l'intérêt des financiers. L'intérêt des financiers, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas du tout l'intérêt général, c'est de faire de l'argent pour le verser à leurs actionnaires. C'est ça, et donc c'est le principe du libéralisme, c'est celui-là. Alors ça apporte, vous parliez de la valeur des monnaies, je reprends l'exemple de Soros, par exemple, lorsque Soros a conspiré, là c'était une vraie conspiration contre la livre britannique, dans le seul but de s'enrichir. Voilà, c'est exactement à ça qu'on peut c'est s'enrichir via la spéculation. Est-ce que vous pouvez un petit peu, pour nos téléspectateurs, expliquer ce que c'est que la spéculation? La spéculation, c'est prendre des positions vendeuses ou acheteuses contre une monnaie. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, je vends de la monnaie que je n'ai pas, par exemple. Oui. Je vends 10 milliards de livres, parce que je pense que demain, elle va baisser. Donc, je les vends à quelqu'un en lui promettant de les livrer dans un mois. Et puis, j'attends que ça baisse. Et un mois moins un jour, je rachète ces 10 milliards, mais comme ils ne valent plus que 9 milliards, j'ai gagné 1 milliard. Voilà, c'est à peu près comme ça que Soros... Mais ce qui est grave, et ce que vous dites, c'est que la finalité du marché des actions, c'est que c'est quasiment que de la spéculation. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est plus l'investissement. On a ce qui s'appelle le trading haute fréquence. Expliquez aussi ce que le trading haute fréquence, c'est exactement ce que je viens de décrire. C'est-à-dire, c'est prendre des positions, c'est faire de très nombreuses opérations, donc d'où le terme de haute fréquence. Donc on fait de très nombreuses opérations pour profiter de très légers décalages de cours. Mais vous générez tellement sur la nanoseconde, etc., c'est tellement rapide. Ouais. Absolument. Mais alors, ce qui est intéressant dans le cas Soros, c'est que vous racontez l'affaire Soros, bien sûr, comme d'autres l'ont fait, mais vous faites une comparaison qui est redoutable pour Soros, parce que Soros, il a échappé nazi de justesse, mais il a imité un modèle qui avait été appliqué par les nazis. Vous le racontez abondamment, Schellenberg et son comparse... Nojox. Qui ont pratiqué... Ils ont voulu faire la même chose. Ils ont fait la même chose. Ils ont voulu, effectivement, profiter de la faiblesse de l'économie britannique. Alors, eux, c'était un peu différent, puisqu'ils voulaient l'inonder de faux billets pour la ruiner. Mais en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est exactement le même système. Et c'est vrai que Soros, qui a échappé, heureusement, à l'enfer de la guerre, parce qu'il était juif hongrois, et on sait très bien ce qui est arrivé aux juifs hongrois. Donc, il a reproduit un peu le même système, bien des années après. Oui, c'est vrai, c'est assez paradoxal. Là aussi, votre livre est, disons, pimenté de récits assez passionnants. Alors, maintenant, la justice dans tout ça. On va en parler après la pause, mais est-ce qu'il y a une justice contre la grande truanderie quand elle est pratiquée de façon avérée? C'est la question à laquelle vous allez répondre après la pause. Avec plaisir. Alors, la haute truanderie financière, dites-vous, je vous cite, est passible, dans certaines circonstances, de la justice. Or, vous dites dans votre chapitre 4, Justice et business, que cette justice n'a jamais été dissuasive, et vous racontez le cas de certaines banques prises la main dans le sac, qui ont payé des amendes assez conséquentes, mais par rapport, évidemment, à leur chiffre d'affaires, c'est rien du tout. Par rapport à leur bénéfice, c'est effectivement peu de choses. Alors, c'est sans issue, là aussi, il n'y a pas d'alternative C'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est vrai que le problème, c'est que le cadre juridique possible pour punir les méfaits de la finance n'existe pas. Et encore une fois, ce sont les lois du marché qui fonctionnent. Prenez par exemple une sanction qui d'ailleurs était tout à fait injuste, la sanction contre BNP Paribas. BNP, oui. Voilà, qui a été prise la main dans le sac, comme vous le dites. 9 milliards. Voilà, 9 milliards de dollars d'amende pour avoir fait des opérations interdites avec le Soudan et avec d'autres pays sous embargo américain. Bon, cette amende était extrêmement injuste. Elle était beaucoup trop importante par rapport à des méfaits très comparables, voire même plus graves qu'avaient fait des banques américaines. Mais bon, les Américains aiment bien punir
punir les Français. Oui, Bon, oui. mais la question n'est pas là. Il faut quand même voir une chose, c'est que même si ça avait été justifié, en fait, en 2 jours, l'amende a été effacée. Si vous prenez le cours boursier de BNP Paribas, la veille de l'amende, et si vous prenez le cours de BNP Paribas, le lendemain de l'amende, vous voyez qu'il a augmenté de 3%. Ça veut dire qu'en une journée, ils avaient déjà effacé la moitié de l'amende. Parce que, en fait, la loi du marché est ainsi faite. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Ils savaient que l'amende avait été de tel montant, ils savaient que BNP Paribas ne serait pas interdit sur le marché américain, ce qui était l'enjeu essentiel. Ben oui. Et donc, dans ces cas-là, très bien, tout va bien, tout le monde est content. D'ailleurs, BNP Paribas a été finalement content de payer cette amende, d'une certaine manière. Bien sûr, c'est pas toujours facile de faire un chèque de 9 milliards. Oui, mais bon, et si vous... voilà, la justice capitaliste ne peut pas exister. Parce que la justice ne marche pas comme ça. Mais elle est quand même au service de ceux qui n'ont pas payé. Et vous, alors, vous commencez ce chapitre en évoquant la saisie du magnifique navire-école argentin dans le port d'Accra, Alors voilà. au Ghana. Alors ça, c'est sensationnel, parce que c'est un fonds vautour. Alors vous racontez l'histoire de ce fonds vautour, fondé par un certain Singer. Paul Singer. Paul Singer. Le fonds Elliott. Elliott, c'est son second prénom. Qui rachète donc une dette de 100 milliards, il la rachète pour 10 milliards. Voilà, et puis ensuite, ça, il se fait payer les 100 milliards par le créancier. Ça, c'est l'un des grands... ça, c'est une vraie truanderie, par contre. Ah oui, les fonds vautours, c'est une vraie truanderie. Effectivement, là, pour expliquer un peu, le principe des fonds vautours, c'est que ce sont des gens qui vont racheter de la dette décotée. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'un pays fait défaut, il y a beaucoup de pays qui font défaut, l'Argentine, le Mexique, le Congo-Brazzaville, etc. Généralement, les pays s'arrangent avec leurs créanciers en disant, voilà, on ne peut plus payer, ce qu'on vous doit, on va passer un accord, on vous paye 10% de ce qu'on vous doit, et puis on s'en tient là. Alors la plupart des créanciers acceptent, parce qu'ils ne veulent pas s'engager, se risquer contre un pays. Mais les fonds vautours, eux, ne tiennent pas ce raisonnement. Ils disent, non, moi je vais racheter la dette des gens qui détiennent cette dette, je vais la racheter pour le même prix que le pays est prêt à la payer, c'est-à-dire 10%, et après je vais faire des actions judiciaires contre ce pays. Oui, mais alors des actions judiciaires qui sont généralement basées sur la loi américaine, parce que tout le monde souscrit ses emprunts selon les règles américaines. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir de cette logique ? Le problème, c'est que non, il n'y a pas moyen, parce que lorsque vous êtes un pays qui est pas très solvable, comme l'Argentine, le Mexique, si vous voulez inspirer confiance à des gens pour qu'ils achètent votre dette, il faut le faire dans un pays respectable, disons. Oui. Et donc le pays respectable, c'est les États-Unis, puisque la plupart des emprunts sont émis en dollars, le dollar étant la monnaie dominante de ce monde. Ouais. Alors justement, Jean-François Bouchard, en matière de remboursement de la dette publique, vous avez une théorie, enfin moi qui m'a beaucoup étonné. Là, vous écrivez, il faut que le pays fasse comme s'il allait rembourser, mais que surtout, il ne le fasse pas. Alors c'est pas ma théorie. Hein, mais enfin bon, c'est peut-être pas la vôtre, mais en tout cas vous la relayez. Mais alors du coup, quelle serait la réaction du créancier dans ce cas-là, s'il ne revoit jamais la couleur de ses billets? C'est une théorie qui a été développée par un type qui est sûrement un très sale type, et qui s'appelait Hjalmar Schacht, que vous connaissez. Oui, Schacht. Puisqu'il était, le conseiller d'Hitler, c'est lui qui a sauvé. Qui était le président de la Banque centrale, lors de la République de Weimar, sous l'époque hitlérienne. Il était aussi ministre des Finances d'Hitler, de l'économie d'Hitler. C'est le seul qui n'ait pas été condamné à Nuremberg, quand même. Il y en a eu trois. Il y a eu lui, von Papen, et puis Hans Fritsch, qui était le speaker de Radio Berlin. Alors, Schacht, lui, donc, il a été le président de la Banque centrale allemande entre 1923 et 1930, au moment où l'Allemagne devait payer ses énormes dettes de guerre aux Alliés. Et son raisonnement, c'était celui-là, c'est de dire, de toute façon, nous, on va jamais payer ça. La dette allemande, à cette époque, c'était à peu près 3 fois le PIB de l'Allemagne. Donc, il dit, non, on va pas payer. On va faire comme si on devait payer, mais on paiera jamais. Et d'ailleurs, Schacht, c'était un type extrêmement intelligent. Il s'est arrangé pour payer les Alliés, mais avec leur propre argent, qu'ils leur empruntaient. Parce qu'il faut quand même bien voir une chose, c'est qu'un pays, c'est pas comme vous et moi. Enfin, nous, on va acheter une maison ou un appartement, on va s'endetter, on va le rembourser. Mais un pays, et puis on va transmettre ça à nos enfants, mais un pays, c'est une entité qui est éternelle. Un pays, c'est une entité qui va produire de la richesse en permanence. Donc, si, je sais pas, aujourd'hui on dit, si vous interrogez la plupart
Des députés français, par exemple, ils disent on est en train de ruiner nos enfants, parce qu'on est à 100% du PIB en termes de dette publique. Mais c'est idiot. 100% du PIB. Aujourd'hui, nous vivons très bien avec cette situation-là. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, nous, on est vivants. Enfin, vous êtes vivants, vous aussi, et moi également. Mais est-ce que ça n'empêche pas ça n'empêche pas tout de même nos politiques de voir à long terme et de lancer des projets sur 10, 20, 50 ans? Quel est le bon niveau d'endettement d'un pays? On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. C'est 0%. Pas forcément. Pas forcément. Non, justement, c'est pas forcément ça. Vous êtes père de famille? Non. Vous raisonnez, Pour vous, oui. Oui, mais vous raisonnez en père de famille. Un pays doit investir. Et pour investir, il faut qu'il s'endette. Parce que généralement, les investissements, c'est de l'infrastructure, c'est beaucoup d'argent. Donc il faut forcément s'endetter. Donc après, aujourd'hui, on a une dette de 100%. Mais tant qu'on est capable de maintenir les conditions d'emploi, les conditions de fiscalité qui peuvent soutenir cet endettement à 100%, pourquoi pas? Les Japonais sont endettés à hauteur de 240%, donc très largement plus. Mais les conditions de croissance, pourtant la croissance n'est pas terrible au Japon. Ils sont propriétaires de leur dette d'ailleurs, c'est ce que vous racontez. C'est une dette qui est domestique, effectivement. Donc ils n'ont pas de problème particulier. Et de la même manière, nous-mêmes, on n'a pas de problème particulier. Mais aujourd'hui, à vous lire quand même, bon, vous avez l'air assez optimiste pour la France, vous avez l'air de dire que ça va continuer, et finalement, la philosophie que vous dégagez de cette dette, c'est vous êtes en ce sens très opposé à d'autres économistes qui se sont exprimés à ce même plateau, à savoir que ce qui compte pour le créancier, c'est pas le remboursement du capital, absolument pas. C'est le renouvellement de la dette et le paiement des intérêts. C'est ça. Donc, lorsqu'on est créancier effectivement d'un pays, le remboursement n'est vraiment pas la question. Absolument pas. Allez interroger n'importe quel opérateur dans une salle des marchés qui achète de la dette, c'est pas son problème. Son problème, c'est premièrement, est-ce que le pays va pouvoir renouveler sa dette? C'est-à-dire que lorsque les emprunts arrivent à échéance, est-ce que d'autres vont accepter de prêter? Si c'est le cas, tout va bien. Et deuxième question, qui est importante mais un peu moins, c'est est-ce que le pays va payer les intérêts? Donc il ne s'intéresse qu'à ça. Le fait du remboursement du capital, ça n'est pas son problème. Au contraire. Vous dites, ils n'ont même pas envie de revoir leurs milliards. Ils n'ont pas du tout envie. Ils ne sauraient pas où les mettre ailleurs. Si vous prenez des fonds comme BlackRock ou autres, qui sont des énormes investisseurs sur les marchés internationaux, ils ont de l'argent, ils veulent en faire quelque chose, ils ont besoin d'en faire quelque chose. Et donc, ils sont très contents d'acheter de la dette française. Ils sont très contents d'acheter de la dette allemande. C'est pas un problème pour eux, au contraire. Alors, ça répond à leurs règles d'investissement. C'est côté AA pour la France, AAA pour l'Allemagne. C'est très bien. Ils sont ravis comme ça. Donc voilà, il suffit simplement de maintenir les conditions dans lesquelles ces gens-là sont heureux. Sur cette note justement de la France, comment ça se fait qu'en France, au moment des subprimes, quand on s'est pris la crise des subprimes, on était à AAA, et quand on est descendu, tout le monde a hurlé, c'est la fin du monde, et en fait, rien ne se passe. Tout le monde a hurlé, et effectivement, comme vous le dites très justement, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. C'est vrai que c'était à l'époque de Sarkozy, lorsque la France a perdu son AAA, c'était un crime de lèse-majesté, lorsque la première agence... Et d'ailleurs, c'était Goldman Sachs qui est chargé de cette notation. Non, c'est pas Goldman Sachs, c'est Moody's. Ah oui, Moody's, pardon. Standard & Poor's. C'est des agences de notation spécialisées. Voilà, c'est ces trois agences qui font ça. Mais donc, effectivement, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Pourquoi ? Encore une fois, c'est TINA. There is no alternative. Si vous êtes un gros investisseur comme BlackRock ou n'importe quel fonds de pension américain, vous voulez acheter de la bonne dette. La bonne dette, c'est très simple. Vous avez l'américaine, vous avez l'allemande, puis vous avez la française. Et donc, l'anglaise aussi. Et puis après, un petit peu au-delà, un petit peu moins bien, vous avez l'italienne, l'espagnole, qui sont un peu plus fragiles. Donc la France, je veux dire, on est très bien. On est bien placé pour placer notre dette. Autrement dit, on peut expliquer comme cela la relative tranquillité des hommes politiques, toutes tendances confondues, qui nous dirigent depuis 10-15 ans, qui n'ont pas eu l'air autrement inquiets de cette dette. Inquiets, si, parce qu'ils disent toujours on est en train de ruiner nos enfants. Voilà, mais effectivement, si on prend les paramètres... Ils ont de la marge. Il n'y a pas tellement de soucis. Il n'y a pas tellement de soucis. D'autant que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles aujourd'hui, et donc le coût de cette dette n'est pas très élevé. Alors, il y a aussi des figures de traders dans votre livre. Là aussi, on est un petit peu dans le spectaculaire, mais vous évoquez Michael Milken, vous évoquez... Alors, c'est les junk bonds des années 80. Absolument, oui. Je me souviens très bien de cette affaire. C'est quand même des personnages
pas très sympathique, il faut bien le reconnaître. Et quand il y a un Français dans l'affaire, le dénommé Touré, Fabrice, n'était pas non plus des plus sympathiques. Ah, il est tout à fait antipathique, ça c'est clair. Bon, d'accord. C'était un euphémisme. Mais nos téléspectateurs trouveront les récits de ces personnages. Et alors, vous parlez... je vous parlais à Jean-François Bouchard de ces traders et vous en prenez également aux économistes, dans des termes assez fleurés. Vous dites « il n'y a que de la merde dans leur cerveau ». Et alors, vous citez par exemple le cas, parce qu'on va sortir des noms, de Patrick Artus, chef économiste de la banque Natixis, qui en 2007, année de déclenchement, alors je crois que c'était 2008, Lehman Brothers c'était 2008, donc en tout cas, l'année d'avant, il disait « il n'y a aucun risque de crise ». Marc Toiti, que l'on voit souvent à la télévision, ancien des banques populaires et du Crédit Mutuel, qui, en mars 2012, avait prédit l'éclatement imminent de la zone euro. Rien ne s'est passé. Et vous aussi, vous citez Milton Friedman, donc le prix Nobel d'économie de 76, qui a toujours professé la liberté la plus totale, la démocratie la plus absolue. Et pourtant, cet homme a installé, vous dites, Pinochet au Chili. En tout cas, Pinochet, donc ça clique. Comment vous expliquez le paradoxe entre on est des grands démocrates et en fait, en même temps, on installe des dictateurs? Parce que c'est ailleurs, parce que effectivement, c'est exotique, c'est plus sympa. C'est exotique, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est un peu comme Monsieur BHL, par exemple, qui trouve super de soutenir des mouvements populaires à l'étranger, mais en France, c'est moins bien vu. Par exemple, quand c'est le cas des Gilets jaunes, Oui. Alors BHL, ça on s'éloigne de l'économie. Mais... Oui, d'abord, sur les questions économiques, on ne l'a jamais entendu, et je crois qu'il vaut mieux qu'on ne l'entende pas. Mais on peut faire un parallèle. Il y a une chose quand même qui est intéressante dans votre livre, qui revient souvent, c'est que le payeur ultime, c'est quand même les populations qui finissent par payer. Absolument. Et ça, c'est quand même gravissime, parce que vous dites, par exemple, lors de la crise financière de 2008, l'Union européenne a mobilisé 10% de son PIB pour sauver les grandes banques. Absolument, c'est exactement, c'est le chiffre tout à fait officiel. Voilà. Alors, et qui a payé ces 10%, évidemment c'est tout le monde. En fait, on l'a payé sans le payer, parce qu'on l'a payé par l'accroissement de l'endettement. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est une somme qui est inscrite au bilan des États, de tous les États. L'endettement entre avant-crise et après-crise a augmenté d'à peu près 20 points. Donc ça, c'est la somme que nous avons collectivement mobilisée pour sauver notre système bancaire. Alors malheureusement, nous arrivons à la fin de cet entretien. Il y aurait tellement de choses à dire. Et puis, hors micro, je vous avais dit que vous commencez par la biographie de Kondratief. Est-ce que vous n'êtes pas un peu Kondratief, finalement, ce personnage dont vous faites aussi la postface? Oui. C'est tout à fait passionnant et très émouvant. Oui, c'est un homme que j'aime beaucoup, Kondratief. Oui. Déjà, c'était un homme de conviction. Alors, je ne suis peut-être pas un homme de conviction, mais lui, il en était un. Et c'est vrai que c'était un scientifique et aussi un romantique. C'était un homme qui était né dans la très petite paysannerie russe à la fin du 19e siècle, dans la misère ou quasi-misère, et qui avait réussi à devenir comme ça vice-ministre dans le premier gouvernement post-révolutionnaire. Pas encore bolchevique, parce qu'il était lui socialiste révolutionnaire. Oui, c'est-à-dire issu des milieux de la paysannerie. Enfin, voilà, c'est ça. D'ailleurs, que Lénine a fait fusiller allègrement, avant même que Staline s'en charge. Exactement, oui, tout à fait. Oui, Lénine n'était pas un type très, très sympathique. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Mais alors, Kondratief a néanmoins collaboré avec Lénine, puisque c'est lui il a travaillé sur ce qu'on appelait la NEP à l'époque, la nouvelle politique économique. Et donc il y avait de forts relents de libéralisme. Je ne sais pas si on se rappelle un peu la révolution russe. Au départ, il y a eu une grande vague de collectivisation. On s'est rendu compte que ça marchait absolument pas. Et puis, on est revenu un peu en arrière avec la NEP, où on a reprivatisé les petites entreprises. Et le modèle soviétique, c'est Staline qui l'invente. Et c'est Staline qui, après 1925, après la mort de Lénine, a recollectivisé, contre l'avis de Kondratief, d'ailleurs, qui était à l'époque directeur de la conjoncture. Et donc, Staline a fait juger Kondratief en 1930, lors des procès de Moscou. Il a été condamné à 8 ans de goulag, donc il est parti au goulag. Et au bout de 8 ans, en 1938, c'était la deuxième époque des Grandes Purges. Il a été rejugé, recondamné à 8 ans de goulag. Et puis dans l'après-midi, les juges ont changé d'avis, ont dit finalement si on le fusillait, et ils l'ont fusillé. Donc c'est comme ça que ce pauvre Kondratief est mort à l'âge de 46 ans. Alors on conclura sur une phrase de Galbraith,
qui, à propos des économistes, dit ceci, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Donc on ne vous demandera pas de nous dire comment ça va se passer demain, car la seule véritable fonction de la science économique, c'est de rendre l'astrologie respectable. Absolument. Et pourtant, Galbraith, c'est le plus grand d'entre tous. Ah oui, ça oui, parce que, bon, il a été fortement critiqué pour ses positions. Eh bien, merci Jean-François Bouchard pour votre livre absolument passionnant. L'éternelle truanderie capitaliste chez Max Milo. Et elle a l'éternité pour elle. Et bien voilà. Ce qui n'est pas toujours optimiste, mais il y a énormément de choses. Et je recommande ce livre à nos téléspectateurs. Ils le liront avec un grand bonheur. Merci Jean-François Bouchard. Grand merci à vous. Merci Pierre. Merci monsieur. Merci Olivier. À très bientôt, chers téléspectateurs, pour de nouvelles aventures.